Le vice-président ivoirien a échangé hier avec deux personnalités. Il s'agit de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, et l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne invite la Côte d'Ivoire à prendre part au prochain sommet du G20 qu'elle va abriter. La semaine dernière, il y a eu des coupures d'eau dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Mais quelles sont les raisons de ces coupures? La SODECI et l'Office national de l'eau potable, interpellés par les populations, ont organisé une rencontre d'explication. En France, François Fillon a été mis en examen ce matin pour détournement de fonds publics, complicité et recel de ce délit, abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité de la vie publique. Voilà pour le sommaire. Merci de regarder le journal de RTI 1. La Côte d'Ivoire accueille le prochain congrès de l'UPU, Union postale universelle. Cette rencontre prévue en 2020 à Abidjan sera la première sur le continent africain depuis 1934. Le directeur général de l'Union postale universelle, Abdirahmane Houssen, en visite à Abidjan, a été reçu par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Les deux personnalités ont parlé des préparatifs et évoqué l'importance et la place du secteur postal dans l'économie des pays. Et justement, à l'issue de l'entretien avec le vice-président, le directeur général de l'Union postale universelle s'est adressé à la presse. Nous l'écoutons maintenant. Ce congrès est censé rassembler les 192 pays membres de l'Union postale universelle, ce qui représentera 2 à 3 000 candidats délégués. Et donc, nous sommes à chaque fois ici en communication avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que cet agenda soit tenu. Notre deuxième mission est avant tout aussi celle de la Poste et de la modernisation des services postaux. Et donc, à chaque fois, nous profitons de nos visites pour rappeler au gouvernement l'importance et la place du secteur postal dans les économies. La modernisation du service postal est au centre de nos discussions. Comment faire de la Poste un acteur majeur dans le développement économique du pays. Avant la rencontre avec le directeur général de l'Union postale universelle, le vice-président ivoirien a échangé hier avec deux autres personnalités. Il s'agit de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et l'ancien président de la République fédérale d'Allemagne. L'Allemagne invite, je rappelle, la Côte d'Ivoire à prendre part au prochain sommet du G20 qu'elle va abriter. Kofi Annan, président de l'organisation Africa Progress Panel, appelle les gouvernements africains à se mobiliser pour relever les défis liés à l'accès à l'électricité. Publié ce lundi à Abidjan, le dernier rapport de l'organisation Africa Progress Panel intitulé « Lumière, puissance, action, électrifier l'Afrique », 620 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Une situation qui ne doit plus perdurer selon Africa Progress Panel dirigé par Kofi Annan. En rencontrant le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, Kofi Annan lui a fait part des propositions contenues dans ce rapport. Pour l'essentiel, Africa Progress Panel invite les gouvernants africains à exploiter toutes les sources d'énergie disponibles afin de réduire le déficit énergétique du continent. Le rapport parle de l'importance de l'électricité pour l'Afrique, comment ça peut nous aider à créer d'emplois, améliorer la santé et l'éducation des gens. On a parlé des énergies renouvelables, avec les solaires, les vents. Évidemment, il y a les réseaux nationaux, mais si les gens attendent que les réseaux nationaux arrivent chez eux, parfois ça prend beaucoup de temps. Donc on cherche une certaine flexibilité pour pouvoir aider la population. S'agissant de l'entretien entre l'ancien président allemand Horst Köhler et le vice-président ivoirien, il a porté sur la coopération allemande avec les États africains. Une coopération que l'Allemagne, qui assure la présidence tournante du G20, souhaite intensifier. À cet effet, une rencontre entre les dirigeants africains et la chancelière allemande aura lieu en marge des travaux du prochain sommet du G20 qui se tiendra en Allemagne. Le gouvernement allemand a décidé d'avoir une collaboration beaucoup plus étroite avec les pays africains par le biais d'un programme qu'ils vont appeler Compact avec l'Afrique et en particulier avec la Côte d'Ivoire.
Lors de mon entretien avec le vice-président, nous avons utilisé une citation du président Gorbatchev qui s'applique parfaitement à la situation, dans laquelle il disait que les investisseurs qui viennent trop tard seront punis. Je retourne donc en Allemagne pour passer le message à mon gouvernement et aux investisseurs pour leur faire comprendre l'urgence et l'importance donc de venir investir en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement. C'est la ville de Hambourg qui accueillera le 7 et 8 juillet 2017 le prochain sommet des 20 premières puissances économiques. Voilà un reportage réalisé pour vous par Mama Traoré et Jérôme Kofi Abolin. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a eu aussi des entretiens. Il a échangé avec une délégation du groupe international CFAO, le groupe franco-japonais spécialisé dans la distribution et les services en Afrique, envisage de renforcer sa présence en Côte d'Ivoire en investissant dans des projets. On en sait plus avec Justine Seikiki. Une délégation du groupe franco-japonais CFAO spécialisé dans la distribution en Afrique chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le féliciter suite à sa nomination au poste de Premier ministre, mais aussi pour lui faire le point des investissements réalisés en Côte d'Ivoire depuis l'année dernière et surtout annoncer les prochains projets dans lesquels le groupe compte investir. Il y a d'autres projets. Il y a une usine qui va ouvrir au PK25 en début 2018, fin d'année 2017, début 2018. Il y a un deuxième centre commercial Place qui va ouvrir dans quelques mois. Des projets dans l'automobile également, avec de nouvelles marques que nous allons distribuer. Des projets dans les nouvelles technologies et des projets même dans la distribution de médicaments. Engagé dans divers secteurs de prédilection, celui de la brasserie a donné des résultats forts concluants avec l'usine Brassivoire Heineken. Brassivoire n'a plus un projet. Brassivoire est là, notre bière ivoire est là. On a lancé la bière ivoire en novembre et ça a été très bien accueilli, très bien reçu par les consommateurs ivoiriens. On va continuer à investir en Côte d'Ivoire. Partenaire légendaire de la Côte d'Ivoire, le groupe CFAO compte encore investir des dizaines de milliers d'euros dans les projets à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Ces investissements ont déjà créé 1700 emplois. Ils comptent atteindre plus de 2000 emplois dans les années à venir. Le groupe CFAO est présent dans 34 pays d'Afrique. Vous résidez à Abidjan et c'est une situation que vous avez certainement vécue. La semaine dernière, il y a eu des coupures d'eau dans plusieurs communes, notamment à Cocody, Yopougon et à Bobo. Mais quelles sont les raisons de ces coupures? La SODECI et l'Office national de l'eau potable, interpellés par les populations, ont organisé une rencontre d'explication. La SODECI s'excuse et s'engage à mettre fin aux coupures d'eau à Abidjan et à l'intérieur du pays. On en sait plus avec Onaté Moussa. La situation est de plus en plus inquiétante. L'eau potable se fait rare dans les ménages de plusieurs communes du district d'Abidjan. Depuis plusieurs jours, toute la zone d'Angré et de la Djibi à Cocody privée d'eau. Le directeur général de la Société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire explique les raisons. Cette perturbation vient essentiellement d'une explosion d'un disjoncteur sur le départ qui alimente en électricité l'usine de la Djibi, à partir de laquelle tous ces quartiers sont alimentés en eau potable. Il a fallu attendre que l'incident principal, donc le disjoncteur qui a explosé, soit réparé pour pouvoir réalimenter l'usine de la Djibi à partir donc du départ initial. Voilà. Et cette opération a eu lieu le dimanche donc à partir de 22h. Donc dimanche à partir de 22h, eh bien, l'usine de la Djibi a été remise en production et depuis, la desserte en eau se rétablit progressivement dans tous les quartiers, disons, où cette desserte était perturbée. Panne d'électricité à l'origine à Cocody, mais pas la même réalité dans les autres communes, notamment à Bobo et Yopougon. Des problèmes de canalisation sont évoqués. Un programme de renforcement de la distribution est prévu, selon le directeur général de l'Office national de l'eau potable. Une chose est de produire de l'eau, une autre est de la distribuer. Et la distribution de l'eau se fait à travers des canalisations. Le diagnostic que nous avons fait, c'était de savoir quels sont les quartiers qui ne sont pas desservis en matière d'eau potable quand la production a été mise sur place. Donc au fur et à mesure, nous bonifions l'accès à l'eau potable, nous accroissons l'accès à l'eau potable vers les populations. Donc aujourd'hui, nous avons un programme de renforcement que nous sommes en train de faire de concert avec la SODECI
Ces programmes-là vont à terme, je dirais à moyen terme, vont permettre de résoudre l'ensemble de tous les problèmes d'eau potable de la ville d'Abidjan. Les autorités en charge de la production et de la distribution d'eau en Côte d'Ivoire rassurent. De nombreuses actions sont en cours pour mettre définitivement fin à cette situation dans le district d'Abidjan et le reste du pays. On part maintenant sur l'autoroute du Nord. Le gouvernement, vous allez voir, exige des entreprises chargées d'exécuter des projets publics des travaux de qualité. Ce sont des mots du ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kouakou, après une visite sur l'autoroute du Nord. Il est allé apprécier l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'axe Toumodi-Yamoussoukro. Le reportage de Francis Boifo. Autoroute du Nord, axe Toumodi-Yamoussoukro, distance 30 km. Ce tronçon, qui faisait la fierté des automobilistes à l'inauguration de l'autoroute en décembre 2013, est désormais objet de tout commentaire. La raison, la dégradation de la voie à certains endroits. Celui qui ne connaît pas la voie, les deux dents peuvent le projeter en brousse et puis tout ça, ça provoque les accidents. Il n'y a pas un suivi technique en tant que tel. Je me demande est-ce qu'il y a eu une analyse même du sol même avant de faire ce genre de réalisation. Donc vraiment, c'est décevant. À qui la faute ? L'État ou l'entreprise? Les pentes qui ont été faites sont des pentes qui sont plus faibles que ce qu'on avait sur l'ancienne autoroute. Mais aussi, il ne faut pas l'ignorer. Lorsqu'on réalise des travaux, il y a des acteurs qui sont en face. Il y a l'entreprise d'une part et il y a la mission de contrôle d'autre part. Nous sommes venus ici pour dire à l'entreprise et à la mission de contrôle que ce qui s'est passé auparavant ne sera plus accepté. Coût de réhabilitation de l'axe Toumodi-Yamoussoukro, 10 milliards de francs CFA. Qui payera? L'État ou l'entreprise? Je pense que les responsabilités sont partagées. C'est des choses qu'il faut assumer. Après une visite de terrain à PK 211 et PK 215, le ministre des Infrastructures économiques exige des travaux de qualité. Amédée Kofi Kouakou met en garde les entreprises en charge de l'exécution des travaux sur l'ensemble du territoire national. Nous allons donc, en rapport avec le Premier ministre, je pense qu'on va demander son autorisation pour que les entreprises donc, qui vont réaliser des travaux où des malfaçons vont apparaître et des dispositions soient prises pour que ces entreprises-là ne puissent plus exercer dans notre pays. Il faut attendre 6 mois pour voir le tronçon Toumodi-Yamoussoukro entièrement réhabilité pour le bonheur des usagers. C'est une date qu'on n'oubliera jamais ici en Côte d'Ivoire, le 13 mars 2016. C'est le jour où la nation ivoirienne a été endeuillée par l'attaque perpétrée par AQMI sur la plage à Grand Bassam. 1 an après cet attentat, la Côte d'Ivoire a rendu hommage aux victimes hier. Et les forces spéciales qui ont perdu des éléments au cours de la riposte contre ces terroristes se sont aussi recueillis. Ces forces ont rendu hommage à leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur. Explication détaillée avec Michel Digri. Ils ont évité à la Côte d'Ivoire un bilan beaucoup plus lourd lors de l'attentat de Grand Bassam. Leur courage et leur rapidité d'intervention ont permis de neutraliser 3 terroristes le 13 mars 2016. Mais 3 de leurs frères d'armes ne répondront plus à l'appel. Soldats de première classe, Ouattara Guédiné Abdoul. Un an après la tragédie, les forces spéciales rendent hommage au sergent Kwadio Nguessan, aux soldats Moussa Ouattara et Ahmed Diomandé, et ce, en présence de leurs parents. Ils sont avec nous, partout où nous allons, nous couvrent et nous protègent. En retour, pour vivre en harmonie avec eux, nous nous devons de perpétuer les valeurs qui sont les nôtres. Valeurs qui ont été les leurs et pour lesquelles ils ont perdu la vie. La cérémonie était aussi en l'honneur de la dizaine de soldats des forces spéciales décédés en mission d'intervention depuis la création de cette unité d'élite en 2011.
Au Nigeria, la traque contre les terroristes se poursuit aussi. Le leader du groupe islamiste Ansarou, faction dissidente de Boko Haram, arrêté en avril dernier, a comparu aujourd'hui devant un tribunal à Abuja. Il était avec 6 autres accusés, dont sa deuxième épouse. La justice nigériane l'a formellement inculpé pour l'enlèvement et l'assassinat de 10 étrangers. Khalil al-Barnaoui, considéré comme un terroriste, est sur la liste noire des États-Unis. Il a plaidé non coupable ce matin au procès. On revient en Côte d'Ivoire pour parler de ces militants du Rassemblement des Républicains. Ils sont au nombre de plus de 150 militants et ils ont été distingués récemment par la grande chancelière de l'Ordre des Républicains. L'objectif pour le parti est clairement affiché, exprimer sa reconnaissance pour services loyaux rendus depuis sa création en 1994 à ses militants. Honorine Agnigori. La cérémonie s'est déroulée au siège du Rassemblement des Républicains au quartier Soba à Korogo. Tous les récipiendaires se sont succédés devant Sarah Sako Fatiga, grande chancelière de l'Ordre des Républicains, pour recevoir leur médaille de reconnaissance. La reconnaissance pour de longues années de combat sans relâche pour le positionnement de leur parti commun, le RDR. Ceux qui ne sont plus de ce monde ont été décorés à titre posthume. Pour Sarah Sako Fatiga, représentant le parti à cette cérémonie, c'est le prix de la fidélité de ses récipiendaires. La lutte a été dure. Nos militants ont résisté, confiants qu'ils étaient à la vérité de la cause du RDR. C'est en cela, aujourd'hui, le RDR magnifie, honore, félicite et célèbre ses militantes et ses militants. Les récipiendaires ont salué l'initiative du parti et pris l'engagement de défendre la cause du Rassemblement des Républicains partout où le devoir les appellera. Avant l'étape de Korogo, la grande chancelière de l'Ordre des Républicains était déjà dans les départements de Mbengue, Sinématiali et de Dikodougou. Même mission, rallumer la flamme du vivre ensemble entre les militants du Rassemblement des Républicains RDR. Et Maurice Kakoudikaye, député de Gagnoa sous-préfecture, a reçu l'onction des chefs pour sa mission à l'Assemblée nationale. À la maison du PDCI de Gagnoa, il a récompensé le village ainsi que les campements qui se sont illustrés pour leur taux de participation et le score en faveur du candidat Gikaye lors des dernières législatives. Le témoignage d'Herman Niamien. Recevoir l'onction des chefs, tenir parole en honorant ses engagements de campagne. Voilà les premiers actes de la nouvelle alliance de Maurice Kakoudikaye, député de Dougroupali-Nyoa, Doukuyo, Nyagbodu-Nyoa et Serio communes et sous-préfecture et Gagnoa sous-préfecture depuis les législatives du 18 décembre avec les populations de la dite circonscription. Cadre de la rencontre pour recevoir la bénédiction au Bodroupa, la porte d'entrée des sous-préfectures de Gagnoa, Nyagbodu-Nyoa, Serio, Dougroupali-Nyoa. Au-delà de l'onction, les échanges pour établir de façon concertée une feuille de route pour mieux exercer sa mandature. Gikaye, le nouvel élu, a salué les chefs et leur population pour la confiance qu'ils ont placée en lui. Puis, il a annoncé les instruments de son action. Nous avons mis 2 instruments. Le premier, c'est la création d'un comité de suivi et de gestion de la circonscription. Parce que le député, lui seul, ne peut pas être partout. Deuxièmement, c'est surtout le dialogue intercommunautaire que nous aurons fait chaque année entre les chefs traditionnels autochtones et les chefs de communautés qui se sont joints. Une grande première, a souligné Gadi Dagbo Joseph, chef des cantons du Guébié et président du collectif des chefs du département de Gagnoa, au nom de ses pairs, avant d'inviter les députés à une collaboration plus étroite avec les chefs pour la préservation de la paix sociale dans la région. Voilà une note à l'attention des souscripteurs d'agro-business. Les remboursements démarrent demain. L'information émane du ministère de l'Économie et des Finances. Les détails avec notre reporter Francis Boifo. Conformément aux engagements pris par le gouvernement, les remboursements des souscripteurs d'agro-business démarrent effectivement le mercredi 15 mars 2017 par virement bancaire sur la base des listes établies par le comité de veille.
C'est le ministère de l'Économie et des Finances qui l'annonce ce mardi à travers un communiqué. Le ministère précise que ces remboursements se feront en tenant compte des ressources disponibles sur les comptes de chaque société d'agro-business. La liste nominative des bénéficiaires ainsi que le montant à payer à chaque souscripteur pourront être consultés à l'adresse www.agrobusiness.ci. Les résultats de la campagne d'identification des souscripteurs confrontés avec les données des promoteurs et des banques ont permis d'établir la situation financière des sociétés d'agrobusiness en termes de capacité de remboursement. Plus de 24,5 milliards de francs CFA disponibles sur les comptes gelés contre 66 milliards de francs CFA investis par les souscripteurs. Les détails du paiement disponibles sur le site www.agrobusiness.ci. On s'intéresse ce soir au phénomène des enfants talibés qui prend de plus en plus d'ampleur en Côte d'Ivoire. Alors, comment venir à bout de ce phénomène? Un atelier régional a réuni donc dernièrement à Korogo tous les acteurs concernés par la question de ces enfants en vue de trouver une solution définitive au problème. Explication avec Chantal et Ouma Kandan. Ces enfants, on les appelle les talibés. Dans toutes les capitales du district des Savanes, vous les rencontrerez dans tous les points chauds de la ville. Leur activité principale, tendre la main pour obtenir leur pitance quotidienne. Le phénomène prend de l'ampleur et la ville de Korogo paye le plus lourd tribut de cette situation. Vous les verrez partout, par groupe de 5, 10, voire plus. Leur lieu de prédilection, les restaurants, les gares routières et les mosquées. Malheureusement loin de leurs maîtres, censés les encadrer dans les écoles coraniques. Mais comment ces enfants se retrouvent-ils dans les rues? À l'origine, c'est des enfants qu'on envoie à des bêtes talibés à l'effet de recevoir une éducation, mais basée sur le Coran. Mais à la fin, on se rend compte que ce sont des enfants qui se retrouvent à la rue en train de mendier avec pour mandant le maître talibé lui-même. C'est-à-dire quoi? Le maître talibé fixe un quota que l'enfant doit ramener obligatoirement à la maison, sinon il est obligé de rester dehors. Dans ces conditions-là, il s'agit d'une forme organisée de la mendicité. Selon les statistiques reçues des spécialistes de la question des enfants talibés en 2016, le département de Korogo comptait environ 350 enfants talibés. Parmi eux, des adolescentes en proie au mariage forcé, un vaste réseau d'exploitation des enfants et une réelle menace selon le coordonnateur du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Ces enfants ont des droits et l'État y veille. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la phase répressive. Nous sommes à la phase de diagnostic, de sensibilisation, d'approche communautaire pour qu'ils puissent se mettre dans les règles. Parce que l'État de Côte d'Ivoire est un État de droit qui a ratifié tous les accords internationaux et par conséquent, les maîtres talibés devraient savoir qu'ils doivent rentrer dans le moule que prévoit l'État de Côte d'Ivoire. L'objectif majeur de cet atelier est de trouver la racine du mal, afin de mettre en place une matrice de lutte efficace contre le phénomène. Pendant 5 jours, tous les acteurs concernés par la question de ces enfants et les maîtres talibés se sont parlé franchement. Chacun s'est engagé à œuvrer à la lutte efficace et durable contre ce fléau partout dans le Nord. Voilà, non au phénomène des enfants talibés. Voilà plutôt un exemple à copier quand les élèves démontrent leur maîtrise des langues maternelles à travers la traduction de poèmes et chants. Il s'agit donc d'inculquer à ces élèves l'amour et la maîtrise des langues maternelles. L'objectif est affiché par la direction régionale Abidjan-Lagune du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le reportage de Serge Collier. Quand l'entourage et notamment les parents s'y mettent à la maison, les enfants sont capables de parler parfaitement leur langue maternelle. La preuve en a été donnée à la faveur de la 4e édition de la Journée des langues maternelles organisée par la Direction régionale de la culture et de la francophonie Abidjan-Lagune. Nous avons commencé par les concours des langues maternelles dans les lycées et collèges et ça prend. Mais je vois que le bilan est relativement positif et nous allons continuer à faire en sorte que les élèves prennent conscience que la langue maternelle est un patrimoine culturel pour eux. Des chants et des poèmes traduits en langue maternelle par les élèves. Je parle l'agneau,
Je l'ai appris parce que ma maman parle beaucoup à la maison et mon papa aussi. La plupart des enfants dans ma classe ne connaissent pas leur langue maternelle. Donc moi, ça me fait du mal. Les pays occidentaux nous ont appris leur langue, c'est vrai, mais chacun est né avec sa culture. Moi, je parle l'abel, souvent aussi je parle le djoula. C'est vraiment important de revenir à ses origines. Pour entretenir ces écoliers et collégiens, une spécialiste des langues, Michael Drey, présidente de l'ONG Sapomivi, Savoir pour mieux vivre. Dans ce que nous avions commencé, en train de faire les petits concours pour savoir qui peut parler sa langue, parmi ceux qui ont voulu parler dans leur langue, il y en a qui n'ont pas pu. Mais ils ont osé. Eh bien, c'est ce qu'il faut. À travers de telles initiatives, la Direction régionale de la culture et de la francophonie Abidjan-Lagune entend inculquer l'amour et la pratique des langues maternelles aux enfants. Voilà, on parle maintenant de Pâques, cette fête chrétienne qui marque la résurrection du Christ. Elle est célébrée en pays baoulé sous le vocable Pakinou, moment de retrouvailles, de réjouissance et de développement dans la région du Bélier. Le conseil régional en a fait un rendez-vous culturel, touristique et artistique pour promouvoir la cohésion sociale et le développement. La 4e édition du Pakinou du Bélier va se tenir du 13 au 16 avril prochain. Le reportage de nos confrères de RTI Boaké. Artistes tradis modernes et danse des terroirs baoulés, Sénoufo, Malinké, Dan et même Mossi en attraction à la mairie de Yamoussoukro. Juste un avant-goût de la version de la fête de Pâques en pays baoulé, organisée depuis 4 ans par le Conseil régional du Bélier pour promouvoir les atouts artistiques, culturels, touristiques et surtout le développement et la cohésion sociale. Au menu de Pakinou du Bélier 2017, entre autres, gastronomie, festival de danse traditionnelle, défilé de païnes traditionnelles baoulé et Sénoufo, le Poro étant la région invitée pour activer l'alliance Sénoufo-Baoulé. C'est eux qui nous ont accueillis, qui ont accueilli les Baoulés ici en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que le président Félix Houphouët-Boigny, quand il voulait être candidat, est allé se confier au Sénoufo. Industrie du pagne traditionnel et émergence de nos régions, thème de Pakinou du Bélier 2017 qui mobilise outre les ministères du tourisme et de la culture, celui de l'artisanat. Comment faire migrer les artisans en général et les tisserands en particulier du secteur informel vers le secteur formel pour en faire de vrais acteurs du développement économique et social. Les réflexions sur ce thème majeur intéressent mon département ministériel qui entend y participer activement. Pakinou nous permet de valoriser l'identité des peuples du Grand Centre et particulièrement du peuple baoulé. Les conditions très prochainement seront créées avec Sodetou Lac et Côte d'Ivoire Tourisme pour que la destination de Yamoussoukro soit une destination touristique. Sera présent du 13 au 16 avril prochain à Yamoussoukro, à ce rendez-vous du Conseil régional du Bélier en partenariat avec le Grand Ouest, le GO, le Haut-Sassandra et la Bagoué, le Sénégal selon son ministre de la Culture, Mbaye Ndiaye. Pakinou du Bélier 2017, présidé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est parrainé par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, en est le haut patron. Ailleurs, le principal opposant nigérien, Hama Amadou, arrivé 2e lors de la présidentielle de 2016, a été condamné hier à 1 an de prison ferme par la Cour d'appel de Niamey pour son implication dans un trafic international de bébés. Vivant en France depuis près d'1 an, Hama Amadou n'a donc pas assisté à son procès. Il était poursuivi pour complicité avant que ce chef d'accusation ne soit requalifié en recel d'enfants. En France maintenant, la justice s'invite dans le débat politique. Le candidat de la droite, François Fillon, a été mis en examen ce matin pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la haute autorité de la vie publique. C'est le premier candidat à une élection présidentielle à concourir avec le poids d'une inculpation sur les épaules. Le récit de Sidonie Davila.
Attendu mercredi 15 mars, la mise en examen de François Fillon lui a été signifiée ce mardi. L'audition a été avancée pour qu'elle se déroule dans des conditions de sérénité, a indiqué son avocat. À moins de 40 jours de l'élection présidentielle, l'ancien Premier ministre a été mis en examen par les 3 juges chargés d'instruire le dossier des soupçons d'emploi fictif dont auraient bénéficié son épouse Pénélope et ses enfants. À l'annonce de la mise en examen du candidat de la droite, ses partisans ont réagi. Ils sont optimistes et confiants. François Fillon est calme, serein et déterminé, comme on l'est tous. Il a confiance dans la justice de notre pays et nous avons confiance dans François Fillon. Donc une mise en examen, ce n'est absolument pas une condamnation. Au contraire, ça va lui permettre d'avoir accès au dossier, de pouvoir mieux se défendre. Et vous verrez qu'à la fin, la vérité éclatera et sera reconnue par la justice. François Fillon est poursuivi pour détournement de fonds publics, recel et complicité d'abus de biens sociaux et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. Et malgré ses démêlés avec la justice, le candidat, lui, persiste et signe qu'il irait jusqu'au bout. Alors qu'il avait promis de se retirer de la course à l'Élysée dans l'hypothèse d'une mise en examen avant de revenir sur cet engagement le 1er mars lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a dénoncé un assassinat politique. La mise en examen qui annonce le début d'une longue procédure pour permettre au juge de mener l'instruction à son terme ne disqualifie pas pour autant François Fillon de la course à l'Élysée. Elle permet par ailleurs au juge de sécuriser la procédure en cours qui ne pourra ainsi plus être annulée par la suite. De leur côté, les avocats de François Fillon vont avoir accès au dossier et pourront ainsi organiser leur stratégie de défense. Dans l'affaire Pénélope Gate, son épouse sera à son tour entendue le 28 mars prochain par les juges et pourrait également être mise en examen. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais ne décrochez pas. À 20h50, donc juste après ce journal, l'émission Entretien reçoit le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, parlera du système de retraite en Côte d'Ivoire, de la réforme et de la mise en œuvre des nouvelles mesures prises par son ministère dans le cadre de la protection sociale en Côte d'Ivoire. Ce sera donc en direct à 20h50 sur RTI 1. Voilà, ce journal est terminé. Merci à la réalisation et à l'équipe technique. Merci surtout à vous de votre attention et de votre fidélité à nos antennes. Je vous retrouverai avec plaisir dans les prochains jours. À bientôt.